Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette sixième rencontre Nous le sport 2021 que j'organise dans le cadre de ma candidature à la présidence du CNOSF. Et aujourd'hui, on parlera de haut niveau, de performance et de sport pour tous aussi. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Fauquet, qui jusqu'à samedi dernier était président du comité régional olympique et sportif des Hauts-de-France, qui a également été directeur national adjoint de l'INSEP et directeur technique national de la Fédération française de natation. Bonjour Claude. Bonjour Emmanuel. J'ai également le plaisir d'accueillir Boris Gidovtsev, qui est professeur à l'Université de Liège, spécialiste donc, au sein du département de la motricité, spécialiste de l'entraînement et notamment de l'enfance. Et puis, alors, bonjour Boris, pardon. Bonjour Emmanuel. Et puis Ayodele Ikwessan, qui est vice-championne d'Europe en relais, sprinteuse olympienne, nous rejoindra au fil de cette rencontre. Alors, l'actualité, évidemment, repose aussi sur le haut niveau. Il y a une semaine, il y a quelques jours, le décompte des 100 jours de Tokyo était lancé. On a appris au fil des jours des sélections pour ces Jeux olympiques et paralympiques. Et ce qui m'intéresse, moi, dans le cadre de ma candidature à la présidence du CNOSF, c'est de mieux comprendre l'évolution de la politique française sportive de haut niveau, de mieux comprendre ce qui se cache derrière la performance. Est-elle mauvaise, est-elle bonne, ou faut-il créer des conditions pour finalement qu'il y ait une performance émancipatrice. En tout cas, c'est l'objet de ma candidature au CNOSF, remettre l'humain au cœur de l'activité et remettre la question de l'émancipation et de l'éducation au cœur des enjeux sportifs. Alors, vous pouvez commenter cette rencontre avec le chat. Elle sera également disponible en replay. Et je vais commencer par donner la parole à Claude Fauquet, parce qu'il me semble peut-être intéressant et important préalable de redéfinir ou définir ce qu'est la performance. Voilà, merci Emmanuel. Voilà un beau sujet. Et c'est tellement un beau sujet que je pense qu'il n'est jamais traité. J'ai envie de dire, la FSGT m'a appris quelque chose quand j'étais étudiant. Alors, normalement, j'ai un ami qui doit participer, que tu dois connaître, qui s'appelle Yvon Léziard. Nous étions étudiants ensemble. Et en fait, depuis cette époque, j'ai pris pour habitude d'interroger les évidences. C'est-à-dire que dans un monde où tout le monde a des certitudes, j'ai le sentiment qu'on accepte des choses parce qu'elles sont inscrites quelque part et qu'on ne les interroge plus. Et il en va de la performance en particulier. Il me semble que ce concept-là est aujourd'hui régi par un certain nombre de paradigmes, en tout cas un, qui est pratiquement partagé par tout le monde, en tout cas pas par moi, mais par tout le monde, ou par quelques-uns, pas non plus. Je fais référence à François Bigrel, là, en l'occurrence, avec qui je travaille sur ce concept depuis tant d'années. Et en fait, j'observe, j'étais jury la semaine dernière pour choisir les candidats qui vont intégrer les CREPS sur le secteur haut niveau dans les CREPS. Et à cette question de la performance, il y avait unanimité pour la définir comme étant connue. Et comme on l'a définie comme étant connue, c'est-à-dire observable, eh bien, on en arrive à l'analyser, on en arrive à la décortiquer, et les principaux modèles tournent autour de cette idée que finalement la performance serait le produit d'un certain nombre de facteurs. Alors, on peut les citer, hein, psychologiques, environnementaux, etc. Et que le fait d'améliorer chacun de ces facteurs conduirait à l'amélioration de la performance.
Ben, c'est ça que j'ai voulu interroger, c'est cette vision-là que j'interroge et que j'ai envie de partager avec vous en termes d'interrogation, c'est-à-dire pourquoi ce modèle qui est enseigné en STAPS, qui est présent dans les fédérations, qui, d'une certaine façon, est sous-jacent dans les modèles qui nous sont proposés aujourd'hui pour créer les conditions de la réussite de la France aux Jeux Olympiques. Pourquoi ce modèle a-t-il réussi à s'imposer à tous et que finalement, peu de monde l'interroge? Moi, j'ai envie de vous proposer une alternative, c'est-à-dire peut-être à changer de paradigme et à changer de vision. C'est-à-dire que, et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, euh, pour moi, la performance n'existe pas a priori. C'est-à-dire que on ne peut pas l'extraire des conditions de son émergence. Et les conditions de son émergence sont essentiellement les situations dans lesquelles elle va émerger, c'est-à-dire en particulier la situation de compétition. Donc, si elle n'existe pas a priori, dès l'instant où on commence à vouloir l'étudier, à la définir, à dire les conditions dans lesquelles elle va se réaliser, je pense qu'on est complètement en dehors de la réalité de ce qui se joue dans cette situation pratiquement inconnue a priori de la situation de compétition. C'est-à-dire que la performance, c'est la capacité à régler des problèmes en situation de compétition dans un sport où l'intention large est définie a priori. Par exemple, le golf, ben, il faut faire le parcours de 18 trous en moins de coups possible. Ça, c'est une intention large. Et donc, dans cette intention-là, la situation de compétition va créer un ensemble de problématiques auxquelles va devoir faire face le joueur. Et c'est cette situation qui va créer les conditions de donner du sens à son activité. Et c'est de là qu'émerge la performance. Et il pourra faire 25 fois le premier trou, 25 fois, ça ne sera jamais la même chose, même s'il le fait en 3 coups. Or, nous, dans notre vision cartésienne du monde, on voudrait que, puisqu'il l'a réussi, si on analyse cette réussite, on va pouvoir la reproduire en tant que telle. Alors, cette vision-là, vous vous rendez compte qu'elle a des conséquences absolument incroyables. Bon, je ne veux pas déborder sur ce que nous dira Boris, mais il me semble que, par exemple, à partir du moment où on connaît la performance, à partir du moment où on estime que l'avoir analysée, ça nous donne une connaissance de cette performance, on va vouloir la dupliquer. Et en particulier, on va vouloir détecter l'ensemble des enfants qui correspondraient aux paramètres que nous avons définis a priori, alors qu'il devrait y avoir, en tout cas pour ce qui me concerne, mais je mets ça au débat, il devrait y avoir de la joie pour ces enfants à découvrir les problèmes posés par la situation de compétition et à les résoudre. C'est-à-dire cette démarche-là, ce plaisir-là à régler les problèmes, évidemment, en y réussissant, en échouant, mais en tout cas en se construisant un ensemble de repères qui petit à petit construisent la performance, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans la même vision, à tel point que dans notre pays, on a voulu imposer aux fédérations, à l'ensemble des fédérations, qui pour la plupart s'en sont acquittées, un modèle de production de performance en créant l'idée de structure. C'est-à-dire la structure est à la base de l'existence de la performance et même de son émergence. Et donc, me vient immédiatement, en vous parlant, me vient immédiatement un mot que j'utilise et que j'utiliserai souvent. Ce mot, c'est singularité. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de côtoyer des champions olympiques, des champions du monde qui faisaient partie de l'équipe de France de natation, et aucune ne pouvait être réduit au modèle
que je viens de décrire. Aucun. Il y avait du hasard, il y avait de la rencontre, il y avait de l'environnement, il y a un certain nombre évidemment de potentialités, mais rien ne pouvait expliquer pourquoi ils étaient là et dans quelles conditions ils y étaient parvenus. Et moi, ça me semble fondamental que si on parle de singularité pour les athlètes, de leur désir, de leur joie de vivre, de leur capacité à se dépasser pour aller vers des objectifs, eh bien, il faut aussi que nous parlions des singularités des fédérations. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre une fédération à un modèle dominant qui le résout à ce modèle, qui les résout à ce modèle. Or, quand on voit comment nous fonctionnons, c'est-à-dire quand nous fonctionnons, en fait, les fédérations conventionnent avec l'État ce qu'on appelle des conventions d'objectifs. Et ces conventions d'objectifs, donc, qui donnent à un certain nombre de fédérations les moyens de fonctionner alors qu'elles n'ont pas grandes ressources, finissent par imposer ce modèle parce qu'il faut que la convention d'objectifs réponde à ce qui nous est, entre guillemets, imposé d'un point de vue conceptuel. Et vous voyez à quel point, finalement, le serpent se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que... et donc, ce modèle se proroge petit à petit et devient majoritaire. Et les candidats dont je vous parlais tout à l'heure, tous m'ont répondu de la même façon que la performance est un produit de facteur. Et donc, si c'est un produit de facteur, on la connaît, et si on l'étudie, on l'analyse, on va pouvoir la reproduire. Moi, je vous invite à réfléchir parce que ça me ramène à mes années d'étudiant de prof de PS. Quand on m'avait dit que la natation, c'était assez simple, finalement, c'était des mouvements de bras, c'était un corps allongé sur l'eau, c'était des battements de jambes, c'était une respiration, et que si tout ça, on coordonnait, on synchronisait, ça faisait un nageur. Et moi qui ne l'étais pas nageur, quand je regardais la complexité de ce que c'était l'action de nager, je me disais, mais il faut interroger ça, c'est pas possible qu'on accepte ce qu'on nous dit sous prétexte que, parce qu'on le voit, c'est la définition même de ce qui est. Et donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, Emmanuel, c'est que l'initiative qu'est la tienne aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, puisque c'est la 6e visio, de créer des lieux de réflexion, c'est-à-dire des lieux d'échange, des lieux de dialogue, des lieux d'interrogation de ce qui nous semble être des évidences, me semble être le devoir même du Comité national olympique et sportif, c'est-à-dire de ne pas accepter les choses et de ne pas s'engager sur des voies sous prétexte qu'elles sont, entre guillemets, à la mode, sous prétexte qu'elles sont du moment, sous prétexte que c'est l'avenir, sous prétexte que peut-être que tout ça est vrai. Mais je pense nécessaire, d'abord, d'accepter la singularité des fédérations, de ne pas les traiter toutes et tous de la même façon, et d'essayer de comprendre ce qu'est leur projet et comment on accompagne leur projet, comme on accompagne le projet d'un athlète de haut niveau. Bon, je vais juste finir un petit peu mon introduction parce que je veux laisser la place à tout le monde. Donc, je résume. La performance n'existe pas a priori. Elle est la capacité à répondre et en tout cas à résoudre des problèmes en situation de compétition. Elle s'exprime dans une intention large définie par le sport lui-même. Elle est donc singulière, elle est complexe, elle est imprévisible et ne se reproduira jamais plus. Donc voilà, moi je vous amène à réfléchir à tout ça, aux conséquences que ça peut avoir d'un point de vue de la vision et d'un point de vue y compris de l'organisation de ce que peut être une fédération. Merci beaucoup Claude. Et ce que tu dis fait écho aussi au projet là, de Super League que 15 clubs de foot européens veulent mettre en place parce que finalement, ils veulent mettre fin à l'incertitude sportive, l'incertitude liée aux résultats pour augmenter la certitude de gains financiers. Et je trouve qu'on a là une malheureusement trop belle illustration de ce que tu viens de dire. Alors, Ayodele, je crois que tu es avec nous. Donc,
Claude a presque conclu son intervention en parlant des athlètes de haut niveau. Donc, tu es une athlète de haut niveau. Comment la performance, tu l'as vécue depuis que tu es toute petite, finalement, en tout cas, à quel âge déjà as-tu commencé l'athlétisme et comment vis-tu la question de la performance? Alors, bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 12 ans. J'ai touché un peu à plein d'épreuves et je me suis spécialisée après sur le sprint, sur le 100 mètres et plus tard aussi le relais 4 fois 100 mètres. Moi, concrètement, je fais partie de ces sportifs qui ont fait du sport parce que je voulais gagner, parce que je voulais justement dépasser un peu ce que je faisais actuellement, aller plus loin, aller plus vite en tout cas. Et cet esprit de compétition, c'est clairement ce qui m'a motivée à continuer l'athlétisme, à m'entraîner de façon plus conséquente au fur et à mesure des années. Après, par rapport à ce qui était dit, moi je pense que le vrai sujet, c'est pas tant de définir un modèle précis, unique, mais c'est surtout d'accompagner ceux qui le souhaitent, ceux qui aiment la compétition, et leur donner un maximum d'outils, d'armes pour être le plus performant possible. En réalité, on n'obligera jamais quelqu'un qui n'a pas envie de faire de compétition ou qui n'a pas envie de devenir sportif de haut niveau à de le devenir, parce que c'est quand même des contraintes en termes d'organisation, d'investissement, mais ceux qui en ont envie, parce qu'il y a forcément une grosse part de plaisir aussi, hein, parce que c'est sur une carrière longue. Moi, ça fait si je compte, ça fait plus de 25 ans que je fais de l'athlétisme. Enfin, pas plus de 25 ans, je me vieillis, mais 24. Et du coup, le sport de haut niveau, ça s'est construit au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment plus un plaisir, gagner la compétition. Et puis, au fur et à mesure, on se retrouve à aller au championnat de France, on se retrouve à avoir des objectifs de se qualifier au championnat d'Europe, au championnat du monde. Après, on passe dans les catégories seniors et on vise d'autres objectifs, les Jeux Olympiques, championnat du monde senior, Europe senior. Et moi, je pense que là où c'est plus compliqué, alors moi je fais de l'athlétisme, je fais du sprint, et donc nous, l'objectif c'est de répéter un geste. Alors on sait très bien qu'une course sur l'autre ne ressemblera jamais, ne sera jamais identique, Surtout une perf. le relais, surtout quand il Surtout, s'agit de relais, encore c'est plus. ça. En fait, on travaille pour se rapprocher d'une perfection, mais on sait très bien qu'on ne va pas atteindre cette perfection. Mais par contre, le fait de travailler, de répéter, ça permet de s'assurer que même la course la moins réussie possible, elle soit quand même réussie quelque part. Et donc, c'est plus comme ça que je vois la performance. C'est vraiment aussi travailler sur tous les volets, à la fois entraînement, mais aussi nutrition, psychologique, le projet qu'on peut avoir scolaire, professionnel à côté. Et ce que je vois, enfin en tout cas moi par rapport à ma carrière, là où les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui, hein, c'est vraiment le passage entre les années jeunes aux années seniors, où en fait on sort du cursus scolaire, où on peut soit avoir des aménagements, ou soit on est voilà, chez les parents ou chez de la famille, à la réalité d'une vie d'adulte. Une vie d'adulte avec les contraintes, avec du coup la recherche d'un emploi, ou voilà, des difficultés financières qui peuvent se créer à ce moment-là. Et c'est là où je pense que des choses sont en train d'être posées sur la table et sont faites aussi progressivement. Il y a quand même des évolutions depuis des années, mais c'est là où, pour moi, il y a vraiment un besoin fondamental pour accompagner les jeunes qui sont à la fois voilà, qui sont bons, mais qui en ont envie, c'est-à-dire qui ont envie de continuer, qui ont envie d'atteindre des objectifs plus élevés dans des championnats internationaux. Voilà, de faire en sorte qu'ils puissent être le plus serein possible, le plus accompagnés possible pour atteindre ces objectifs. Mais après, voilà, moi je pense que il y a le sport de haut niveau, et il faut, enfin,
faut pas, il faut pas considérer qu'il n'y a pas de plaisir. Moi, je considère que ceux qui restent le plus longtemps possible, ceux qui ont les carrières les plus longues aussi, c'est ceux qui prennent le plus de plaisir à faire ces carrières. Après, c'est vrai qu'il y a des travers aussi au sport de haut niveau, on va pas se mentir. Il y a des gens qui, à la fin de carrière, ça se passe pas très bien. Il y a des sujets sur les reconversions, sur le suivi psychologique. Euh, mais ça, après, pour moi, c'est justement c'est un ensemble de choses qu'on peut mettre en place pendant la carrière qui permet justement de faire en sorte que le haut niveau ne soit pas une contrainte ou une problématique et que derrière, la sortie et la fin de carrière se passent le mieux possible. C'est un sujet d'actualité avec la mise en place de l'Agence nationale du sport et la réforme finalement de la politique sportive de haut niveau. Je pense qu'on aura le temps aussi dans les 40 minutes, 45 minutes qui nous restent de questionner cette stratégie avec finalement l'objectif aujourd'hui de Claude Onesta de créer la médaillabilité et donc de renforcer les moyens sur l'élite de l'élite. Est-ce que ça crée les conditions de créer un héritage pour le sport de haut niveau et finalement, est-ce que ça permet de donner la possibilité à tous les sportifs de haut niveau de continuer leur carrière le plus longtemps possible, puisque tu l'as dit, ce n'est pas rémunérateur d'être sportif de haut niveau, il faut à côté travailler et donc il y a une précarité et des inégalités qui peuvent se renforcer aussi dans ce contexte. Peut-être tu peux réagir là-dessus et parce que tu ne seras pas disponible tout le temps après et voilà, tu pourras nous laisser après si tu le souhaites. Oui, bah, je pense que c'est le sujet en fait, c'est-à-dire que il y a l'élite de l'élite et puis il y a comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un athlète qui est bon, assez jeune ou même plus tard, justement puisse accéder à cette élite. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour qu'on ait justement dans certains, qu'on n'ait pas que ce qui se passe aujourd'hui dans certains sports, hein, c'est-à-dire on a beaucoup de jeunes et puis tout d'un coup on n'a plus personne en senior et on n'a plus personne dans l'élite. Et du coup c'est juste dommage parce que ça voulait pas dire que ces personnes qui ont arrêté ou qui ont été freinées par des blessures n'étaient pas en capacité d'y arriver. Ça veut juste dire que potentiellement ces athlètes avaient besoin d'un accompagnement plus renforcé sur l'entraînement, sur le projet socio-professionnel. Donc moi, je pense que, et enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un travail sur l'élite, mais il faut aussi qu'il y ait un travail sur ce qui permet au potentiel de basculer dans cette élite. Si on prend des exemples d'athlètes qui sont déjà dans l'élite, oui, c'est bien, ça va les aider, ça va être un plus, mais par contre, c'est pas ce qui va permettre dans 10 ans d'avoir des athlètes au haut niveau. Donc il faut travailler sur les deux volets. Je ne sais pas précisément ce qui est prévu pour justement les athlètes qui sont entre deux, mais je pense que ça vaut le coup de travailler dessus et de voir aussi aujourd'hui, en tout cas, ça pourrait être intéressant, je ne sais pas, peut-être d'avoir une espèce d'étude sur ces hauts potentiels jeunes qui n'ont pas réussi à rentrer dans cette élite et d'essayer de comprendre en fait quels ont été les freins et les obstacles. Ça peut être intéressant aussi d'identifier un peu mieux tous ces sujets sur lesquels il faut travailler. Merci beaucoup, Ayodele. Alors, Boris Gidovsev, après l'entraîneur et l'athlète, vous allez nous parler finalement de la question de la spécialisation parfois précoce en matière d'entraînement. Je le redis, hein, vous êtes professeur à l'Université de Liège. Oui, merci Emmanuel. Je vais partager mon écran, comme ça tout le monde va pouvoir voir le support sur lequel je vais vous parler. Partager, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Voilà, bien. Donc, bonjour à tous hein, et merci pour votre présence et merci particulièrement à toi Emmanuel de m'avoir invité à cette rencontre en ligne. Et donc, effectivement, moi je suis professeur à l'Université de Liège et je suis spécialiste de l'entraînement et aussi de l'enfant. Et dans ce contexte, je me suis intéressé notamment à la problématique de l'hyperspécialisation sportive précoce
et aux risques associés. Et donc, je vais vous faire ici une petite présentation un peu académique, hein, comme on voit dans le cas des cours universitaires, et j'espère que ce sera assez clair pour présenter les éléments principaux, je pense, qui tournent autour de cette problématique-là. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est cette hyper-spécialisation sportive précoce? Alors, il faut savoir que c'est un courant qui a émergé surtout dans les années 90 et notamment grâce à une publication d'Erickson que vous voyez ici à l'écran, hein, quand on va regarder sur Google Scholar. Elle a été citée 11 840 fois, c'est-à-dire que c'est vraiment un article majeur dans le domaine des sciences du sport. Ça a été cité par beaucoup d'autres scientifiques. Et cet article, en fait, ne s'est pas intéressé uniquement au contexte sportif, mais aussi à la musique et à un autre contexte que sont par exemple les échecs. Et il montre en fait que pour atteindre un haut niveau de performance et développer une expertise dans un domaine, eh bien, il faut commencer tôt, durant l'enfance. Ils ont observé une relation entre le niveau atteint et la quantité de pratique. Et donc là, une des conséquences, c'est qu'il faut pratiquer beaucoup et qu'il faut une pratique intense et ciblée et spécifique de minimum 10 ans avant d'atteindre le plus haut niveau. Et une dernière constatation, c'est que des apprentissages qui ne sont pas réalisés tôt, suffisamment tôt, ne pourront être récupérés par la suite. Et donc, une des conséquences, c'est évidemment que l'on s'est dit, on va, pour avoir des sportifs qui atteignent le plus haut niveau, on va les prendre très tôt, on va leur faire faire un sport spécifique de manière intense. Et est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on peut, oui, dire qu'effectivement, on a toute une série de success stories qui sont assez connues avec des Tiger Woods, les sœurs Williams, Sandra Agassi, Sevon, par exemple, qui ont atteint le plus haut niveau et qui ont eu des très belles carrières, alors qu'ils ont commencé très tôt, ils se sont très vite spécialisés dans leur discipline. Voilà, maintenant, il faut reconnaître aussi qu'il y a très peu d'élus, il y a beaucoup d'échecs parmi tous ceux qui tentent ce projet et on va constater au niveau de la littérature scientifique 4 risques majeurs. Et donc ça, c'est ce que j'appelle les revers de la médaille. Alors, le premier risque majeur qu'on a constaté, c'est une augmentation significative des risques de blessures. On va retrouver en fait plusieurs éléments qui s'additionnent. Le fait qu'une pratique sportive spécifique s'accompagne de grosses charges d'entraînement, de la répétition stéréotypée de certains gestes, et aussi sur un corps qui est en pleine croissance, donc qui est inachevé, eh bien, l'ensemble de ce cocktail est explosif et va favoriser véritablement l'émergence de toute une série de blessures. Le deuxième revers, c'est qu'en se spécialisant très vite, très tôt, en fait, on va limiter le développement de ce qu'on appelle la base large des habiletés motrices fondamentales. Et quand la motricité est trop spécifique trop tôt et qu'on oublie de développer d'autres parties de la motricité complète du sportif, eh bien, en fait, on va limiter les apprentissages futurs. On va réduire les possibilités aussi de conversion, de reconversion, de passage d'un sport à l'autre ou de passage d'un poste à l'autre dans une même discipline sportive. Le troisième problème, c'est l'impact psychologique. Ça a été mis en évidence par les travaux de Gould notamment, parce que quand on est un jeune avec des niveaux de performance prometteurs, eh bien, vous savez bien, il y a une pression très importante qui va se faire dans le milieu social, au niveau des parents, des entraîneurs et parfois même au niveau médiatique dans certains sports, très tôt. Il y a régulièrement une surimplication parentale. Attention, je parle bien de surimplication parce que l'implication parentale est un facteur important, mais elle ne doit pas être excessive. On a d'autres facteurs comme l'isolement social, le fait d'avoir une enfance qui est très différente de celle des autres enfants et toutes ces contraintes, toutes ces pressions peuvent conduire véritablement à des abandons multiples. Et puis, dans certains contextes, ce n'est pas dans le cas de tous les sports, mais notamment dans les sports acrobatiques, comme la gymnastique par exemple, eh bien, on sait qu'on va retrouver pendant l'enfance des charges d'entraînement très importantes, avec aussi parfois, pour des raisons d'esthétique, mais aussi de performance, des régimes qui peuvent être drastiques, avec des impacts notamment sur le métabolisme hormonal. Et on sait qu'on observe régulièrement au moment de la puberté des retards de croissance, et particulièrement chez les gymnastes. Et on a aussi des problèmes, par exemple, d'aménorrhée qui sont pratiquement
présent chez toutes les gymnases de haut niveau. Alors là, on peut se dire évidemment que ce genre d'approche n'est pas sans risque. Est-ce que c'est le seul chemin qui peut amener les sportifs à atteindre le haut niveau? Et là, on va voir qu'en fonction des sports, eh bien, ça peut varier, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Et je vais reprendre 2 exemples qui sont intéressants. Vous connaissez bien Renaud Lavilloni, hein, qui est votre champion olympique, ancien recordman du monde. Il a fait du sport très jeune, très tôt, mais il a touché à différentes choses. Il a commencé véritablement le saut à la perche à 15 ans. Alors, on a d'autres exemples, hein, comme Fo Jacine qu'on voit ici, qui est alors on parle de performance, mais c'est peut-être pas la même performance, mais pour être capable à 89 ans de réaliser un marathon et obtenir 11 records du monde, moi je trouve et je considère que c'est aussi quelque chose de tout à fait notable et qui est représentatif d'un sportif de haut niveau. Hein. Cet individu a 111 ans et il fait encore tous les jours plusieurs kilomètres par jour à pied, en marche, il ne sait plus courir, mais voilà, donc c'est une autre performance. Alors, il est intéressant de s'intéresser à la trajectoire des élites. Et pour regarder un petit peu cette trajectoire des élites, eh bien, on peut retrouver voilà, différentes études. Et l'étude de Gulbin qu'on voit ici, c'est une équipe australienne qui s'est intéressée à 256 athlètes qui ont atteint le niveau international et qui étaient impliqués dans des équipes nationales en Australie, dans 27 sports différents. Et on remarque que seulement 16% ont une trajectoire strictement progressive, linéaire, croissante, c'est-à-dire que dès les catégories jeunes, en fait, ils ont toujours été dans les meilleurs et même à chaque passage de catégorie, eh bien, ils sont toujours restés dans les catégories, dans les meilleurs athlètes de leur catégorie. 26% ont une progression on va dire, positive, donc avec des périodes où ils ont stagné, où ils sont passés d'une catégorie jeune peut-être à senior sans vraiment progresser, mais où ils n'ont pas eu de régression. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que 57% de ces athlètes élites, c'est-à-dire plus que la majorité, ont eu un épisode au moins de régression de leur niveau lors d'un passage de catégorie chez les jeunes. Et donc, ça veut dire qu'un jeune, lorsqu'il régresse, lorsqu'un sportif régresse, en tout cas apparemment, ce n'est pas pour ça que le potentiel doit être je vais dire, nié. Et donc, il est important de bien prendre en considération ces sportifs-là aussi. Donc, c'est ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Il faut rester extrêmement prudent dans les processus de sélection et d'identification de talents de potentiel parce que c'est multifactoriel, mais en sachant que le nombre de facteurs est extrêmement important et qu'il y a sans doute des facteurs qu'on n'a pas identifiés. Et donc, si on ne les a pas identifiés, eh bien, dans n'importe quelle modélisation mathématique, on n'arrive pas encore en tout cas, à pouvoir effectivement, et puis il y a tellement de facteurs qui dépendent du temps, des événements et du hasard que finalement, je pense que c'est totalement impossible en fait à complètement modéliser. Alors, pour vous montrer à quel point c'est intéressant de se poser la question de est-ce qu'il faut sélectionner, est-ce qu'il faut faire de l'identification de talent. Il y a quelques exemples qui sont intéressants, et notamment l'exemple de Jim Thorpe aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez, il a remporté l'or olympique en athlétisme, en pentathlon et en décathlon en 1912. Et c'est un athlète qui était véritablement talentueux, et talentueux pas qu'en athlétisme, puisque à l'époque, les athlètes n'étaient pas professionnels, et pour gagner sa vie, en fait, il s'est dirigé vers le baseball, vers le football américain et vers le basketball, où là, il a une véritable carrière de professionnel. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a été professionnel dans ces 3 disciplines sportives qui sont différentes. Ça veut dire qu'il a été capable de s'adapter et finalement d'apprendre les techniques spécifiques de ces différents sports.
hein. Et donc, il est clair que certains éléments talentueux, en fait, émergent dans un sport, mais c'est aussi parfois une question purement de hasard, de rencontre. Le même individu, le même sportif aurait pu très bien, en fait, devenir un athlète de très haut niveau dans une autre discipline sportive, dans un autre sport. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, le patrimoine génétique, on le sait, dans certains sports est extrêmement important, hein. On sait les nageurs sprinteurs, par exemple, sont très grands. On prend les gymnastes, les patineurs artistiques sont généralement petits, avec une morphologie juvénile pour des raisons voilà, de performance et d'être capable de réussir toute une série d'acrobaties. Mais néanmoins, au-delà de ce patrimoine génétique qui est très important, il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres qui vont expliquer, et on ne peut pas, sur base d'une seule analyse génétique, pouvoir prédire si un sportif va arriver ou non à tel ou tel niveau. Et parfois, on a effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, toute une série de sportifs qui sont complètement atypiques et qui pourtant émergent au plus haut niveau. Alors, une autre étude très intéressante, c'est celle d'une équipe allemande de Jülich qui a repris dans l'équipe olympique allemande 83 paires. Et 83 paires de sportifs du même sexe à chaque fois, donc ils ont plus ou moins moitié hommes, moitié filles, dans 32 sports. Et chaque fois, dans une paire, ils ont apparié un sportif qui a réussi à avoir la médaille olympique et un sportif qui était sélectionné aux Jeux olympiques, mais qui n'est pas atteint la médaille. Donc, on a comparé vraiment les médaillés, c'est-à-dire le top du top, ceux qui sont vraiment dans cette performance, qui ont réussi à atteindre le plus haut niveau de performance, et ceux qui sont dans le top du top, mais qui n'ont pas réussi la performance le jour J lors des Jeux olympiques. Et dans les différents éléments analysés, j'ai épinglé 3 éléments très intéressants. Le fait que les médaillés se caractérisent par le fait que jeunes, ils ont pratiqué plus d'autres sports. Ils se sont tous spécialisés, pas tous, mais en moyenne, ils se sont spécialisés plus tard, et ils n'avaient pas plus de volume d'entraînement que les non-médaillés. Et donc, cette étude tend à montrer l'intérêt d'une approche polysportive, d'une approche de la diversification sportive chez les jeunes. Et donc, c'est ce que je vais maintenant aborder en quelques dias et rapidement. Donc, quels sont ces bienfaits de la diversification sportive? Eh bien, comme on le voit dans cette dia, si on prend chaque sport, eh bien, on peut considérer que les différents sports ne vont pas permettre le développement des habiletés motrices de base de manière complète. Donc, les sports, en termes de développement, sont incomplets. Et donc, pour avoir un développement absolument complet, il est toujours intéressant d'avoir en fait des sports qui sont complémentaires et de les rencontrer, en tout cas de les pratiquer. Alors, on n'est pas obligé de les pratiquer avec le même volume, mais c'est intéressant et c'est ça qui va permettre de développer une base motrice large. Un autre élément, c'est le fait que cette base motrice large, elle est très importante, on va voir dans beaucoup de contextes sportifs pour la performance, mais aussi elle va être très importante pour développer un mode de vie actif, et ce qui est important en fait pour tous, pour la santé et le bien-être. Et là, on se retrouve dans le modèle de Stodden, qui est un Américain qui a développé ça depuis maintenant une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années, et il met en évidence, et ils ont démontré que les enfants qui avaient des bonnes compétences motrices, mais aussi qui avaient une bonne perception, une bonne représentation de leurs compétences motrices, en fait, étaient plus physiquement actifs et avaient plus de chances de rester actifs à vie et à long terme. Et donc, un grand nombre de publications scientifiques confirment finalement les bienfaits de cette diversification sportive précoce. Elle montre qu'elle va s'accompagner de moins de blessures, d'une plus longue carrière sportive, elle va offrir une plus large base motrice et elle va permettre aussi plus facilement les transferts d'un sport vers un autre ou d'un poste à un autre, et va favoriser aussi leur reconversion sportive pour la suite. Et ça va aussi donner plus de chances à un sportif de trouver le sport qui lui convient. Cette approche est véritablement bénéfique à la fois pour la performance sportive, mais aussi pour tous les autres, pour rester actifs à long terme dans la vie, pour la santé, pour le bien-être, et pour ceux qui n'ont pas envie nécessairement de faire de la compétition de haut niveau. Et un dernier élément aussi important, on sait que le respect de ces éléments va réduire aussi le risque d'abandon sportif.
Alors, il y a des études qui sont intéressées à l'âge auquel les athlètes olympiques ont commencé le sport, et c'est la figure qui représente une de ces études, et qui montre qu'en fonction du sport, effectivement, on a des profils différents. Et donc, ça veut dire que les approches ne peuvent tout de même pas être exactement les mêmes en fonction des sports si on veut laisser une chance aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau. Et on va voir qu'on a des sports dits à spécialisation active et d'autres dits à spécialisation progressive. Et c'est, sans rentrer dans les détails de cette figure, ce que je vais présenter pour la fin de cette présentation synthétique. Eh bien, on peut distinguer finalement 3 grandes catégories, en sachant que dans chaque sport, il y a des petites particularités quand même, mais de manière générale, on va distinguer les sports à spécialisation active, où on retrouve généralement les disciplines acrobatiques. Et là, la littérature scientifique montre que si on ne commence pas suffisamment tôt et si on ne s'investit pas suffisamment, il n'y a pratiquement aucune chance d'atteindre le haut niveau. Donc là, c'est vraiment un contexte où dans ces sports-là, c'est quand même bien de commencer tôt. Mais quand on dit tôt, ce n'est pas 4-5 ans, c'est avant 10 ans. Et puis, on peut faire d'autres disciplines en parallèle les premières années avant de s'investir davantage dans cette discipline. Maintenant, on doit être attentif à des facteurs parce que ces disciplines souvent s'accompagnent de grosses charges d'entraînement et donc un suivi de la charge, un suivi de croissance est extrêmement important. On va retrouver ensuite les sports à spécialisation progressive où une cohabitation avec d'autres sports est vraiment une plus-value. Et là, on va distinguer d'une part ceux à dominance technique et ceux à dominance physique. Dans les sports à spécialisation progressive, à dominance technique, on va retrouver par exemple le tennis, le foot, le hockey, la natation. Eh bien, il est important de découvrir ce sport avant 10 ans, de découvrir les techniques spécifiques, parce que là, il y a une gestuelle qui doit être quand même fixée, qui nécessite un certain investissement, mais qui ne nécessite pas le même investissement que dans les sports à spécialisation active et qui autorise la cohabitation avec d'autres sports, et même cette cohabitation est souvent quelque chose de bénéfique. Et puis, on va distinguer avec les sports à spécialisation progressive à dominance physique, comme par exemple l'athlétisme, l'aviron, l'haltéro, le cyclisme, etc., où là, il est important de commencer à être actif tôt, à faire du sport, mais pas nécessairement ce sport-là. Et là, on peut faire une découverte plus tardive de ce sport. Et on voit régulièrement des athlètes du plus haut niveau qui découvrent ces sports après la puberté et de manière tout à fait, je veux dire, avec la réussite au bout du chemin du parcours sportif de haut niveau. Voilà, donc ça c'était les recommandations et les différentes propositions en tout cas de progressivité dans les parcours sportifs qu'on peut rencontrer en fonction des disciplines sportives. Voilà, Merci beaucoup. merci pour votre attention. Merci beaucoup, Boris. Je sais que vous avez fait un effort important de synthèse parce que les travaux sont denses. Et donc, merci pour ce travail de vulgarisation. Alors, Claude, je vais te redonner la parole. Moi, j'ai aussi pensé pendant la présentation de Boris au livre qui est paru peut-être il y a 4-5 ans maintenant de Pierre Villepreux qui parle du rugby en liberté, pour montrer aussi que la spécialisation, elle se fait à travers d'une position à avoir sur le terrain de la part d'un joueur, et que finalement, quand les choses sont figées, eh bien, on remet en cause aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, Claude, qui est la capacité d'invention, la capacité de performance et de plaisir du sportif. Donc, comment tu veux réagir à la présentation de Boris, au témoignage aussi d'Ayodele? Micro, je n'ai pas mis mon micro. Oui, c'est bon, ça y est. Donc, c'est ce qu'on attend, c'est-à-dire, enfin moi, c'est ce que j'attends, c'est-à-dire d'échanges, de multiplicité des regards qui permettent à un interlocuteur, à un moment donné, de se faire sa propre voix, son propre choix et d'avancer. C'est de ça dont il s'agit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on touche à un domaine où le danger maximum, ce sont les certitudes.
C'est-à-dire que avoir la certitude de ce qu'on avance face à l'incertitude de l'émergence de la performance de haut niveau, je pense que c'est un manque d'humilité absolument incroyable. Et donc, moi, j'ai plein de choses qui m'intéressent dans ce que vient de dire Boris. J'aurais une question à lui poser, mais j'y reviendrai après. Oui, d'ailleurs, Claude, il y avait une question aussi pour toi, je te la pose maintenant dans le chat. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'il existe dans le monde un modèle similaire à celui qui a été décrit par Claude? Donc, j'imagine ce modèle où justement on parle de la singularité, enfin voilà, le modèle que tu as présenté tout à l'heure. Donc, je te laisserai aussi répondre à cette question. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a de sous-jacent dans la question. Hein, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas, ça veut dire que ce modèle n'est pas adapté. D'accord? J'en connais pas. J'en connais pas. Même si on pourrait étudier avec précision les organisations de ces différents pays qui permettent l'émergence de la performance et qui, quelquefois, ne sont pas des modèles prescriptifs. Donc voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a derrière la question? C'est ça qui m'intéresse. Donc ce modèle, je suis convaincu que ce modèle qui prend en compte l'extraordinaire potentiel humain à être créateur, à être inventif au fur et à mesure de son développement, à être dans un processus, comme le dit Boris, et non pas sur la certitude qu'a priori cet enfant-là deviendra champion olympique. Ce modèle, c'est l'avenir. C'est-à-dire que ce modèle va démontrer que l'on pourrait, je pense, être bien meilleur si on le mettait en œuvre. Et d'ailleurs, la natation française l'a mis en œuvre. Hein, juste pour dire ça, si je ne connais pas un pays au monde, j'en connais moins en France, c'est-à-dire qui à l'époque l'a mis en œuvre. Dès que j'ai été nommé à la direction des équipes de France de natation et de la direction technique nationale, j'ai supprimé toutes les opérations de détection. Je les ai simplement supprimées avec les sous-tendus qu'il y avait dans ces… alors peut-être que Boris sait ça puisqu'il est scientifique. À l'époque, c'était Georges Cajorda qui était le scientifique référent de la Fédération de natation, où on recevait chaque cas technique des petites fiches SPIDO dans lesquelles il fallait mettre en place un certain nombre de tests chez les jeunes que l'on mettait ensuite en relation avec un certain nombre de modèles pour dire que ceux-là réussiraient et d'autres ne réussiraient pas. Toute l'histoire que j'ai vécue, moi, avec ces champions, ce sont que des histoires singulières. Et donc, voilà, la réalité m'a amené à réfléchir autrement aux choses. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, quand j'écoute Ayodele, c'est fantastique. C'est-à-dire, Ayodele nous dit exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, Ayodele, elle parle de quoi? Elle parle de désir, elle parle d'accompagnement, elle parle de contrainte, elle parle de répétition. C'est des mots. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la répétition dans ce que j'essaie de donner comme modèle de réflexion sur la performance? On peut répéter, mais si vous répétez sans avoir le sens que vous recherchez dans la répétition, c'est de la répétition mécanique et ça ne crée pas les conditions d'autre chose. C'est-à-dire, si vous jouez du piano et vous répétez des gammes sans savoir qu'à un moment donné, vous allez produire du son qui doit avoir du sens au moment où vous allez jouer une pièce, eh bien à ce moment-là, vous pouvez répéter autant que vous voulez, vous ne serez jamais un pianiste virtuose. Et donc, et ce qu'il y a de terrible, si vous voulez, dans ce que l'on observe et dans ce que l'on entend sur ces champions, c'est oui, mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Il n'y a rien de pire que cette formule. Ce ne sont pas des exceptions qui confirment aucune règle. Ce sont des êtres exceptionnels qui, au contraire, ont été au bout de leur désir et qui ont résisté quelquefois même à leur organisation pour devenir les champions qu'ils sont, ou qu'elles sont. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai remplacé la détection par l'accompagnement. Je n'ai pas accepté de créer des pôles d'entraînement à la Fédération de natation, parce que la Fédération de natation, c'est une fédération de clubs, et que des clubs structurés, il en existe partout sur le territoire,
et que l'environnement dans lequel s'exprime un enfant, dans son environnement familial, dans son environnement communal, dans son environnement, j'ai presque envie de dire, technique, dans le club où il vit avec les relations sociales qui sont les siennes, participe de ce processus. Et c'est à lui après de définir en fonction de son choix, de dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai besoin d'aller voir quelque chose qui va m'apporter plus. Et non pas ce qu'on observe souvent, c'est-à-dire, vous savez, ces gamins qui arrivent, je ne vais pas prendre un sport particulier, ça ne serait pas bienvenu, mais qui arrivent, qui ont fait des progrès absolument considérables avec leur entraîneur, leur formateur, et qui arrivent dans une structure parce que la fédération a décidé que, étant donné le niveau atteint, il fallait aller là, et qu'à peine arrivé dans cette structure, on explique à ce gamin, ah non, non, maintenant il va falloir que tu mettes, ou à cette gamine, il va falloir que tu mettes en œuvre ce qui est le sport de haut niveau, parce que nous, on sait ce que c'est. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je serais intéressé parce que, par savoir en quoi les responsables d'État ministériels, etc., ou du comité olympique belge prennent en compte les orientations que Boris nous donne dans son travail. Parce que c'est ça aussi dont il s'agit. C'est-à-dire, à un moment donné, il s'agit aussi de transformer les organisations pour faire en sorte qu'elles soient les plus, entre guillemets, performantes possibles. Pour revenir à Pierre, qui est un ami, Pierre Villepreux, à un moment, il a inventé une formule qui s'appelait l'intelligence situationnelle. Et tout le monde s'est foutu de lui. C'est-à-dire, on l'a pris pour un intellectuel parce qu'il osait avancer l'idée que le joueur de rugby, dans les situations qui étaient les siennes, pouvait avoir une intelligence qui lui permettait de s'adapter aux problèmes rencontrés par les adversaires. Aujourd'hui, ben, l'équipe de France de rugby, je pense qu'elle a pris en compte cette dimension. Surtout les filles. Et les filles qui ont mis une raclée à l'Irlande Ouais. et qui vont jouer la finale contre l'Angleterre bientôt. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà, moi je suis très attaché à la fois à avancer une réflexion sur les modèles et sur les concepts, et en même temps à voir ce que les organisations, soit d'État, soit de l'ANS, etc., nous imposent, qui ferait que finalement, est-ce qu'elles ne seraient pas davantage des freins à l'expression que de l'accompagnement à ce qui existe déjà? Bon, après, je pourrais dire un mot de l'ANS s'il faut. Merci Claude. Alors l'ANS, c'est l'Agence nationale du sport. Il nous reste peu de temps, mais on va essayer d'être le plus synthétique possible. Boris, alors Ayodele a dû nous quitter. Boris, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Claude? Est-ce que l'État belge prend en compte les recherches que vous avez pu mener? C'était une question de Claude. Ou l'athlétisme belge, par exemple, qui est particulièrement performant. Oui, c'est effectivement, on a la chance d'avoir une Nafissatou Thiam qui est, j'aurais tendance à dire, qui est l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où c'est une pépite d'or, c'est vraiment une athlète qui, voilà, qui est un talent pur et bien accompagné. Et donc voilà, donc là, il y a forcément il y a des résultats qui suivent. Mais si on regarde, je vais dire, l'approche globale au niveau de la Belgique, alors la Belgique est compliquée hein, parce que c'est une fédération avec la Wallonie et la Flandre, avec des politiques parfois différentes. Alors sur certaines politiques, ils arrivent à cohabiter, à se mettre d'accord. Et donc c'est très dépendant en fait des fédérations sportives. Et dans certaines fédérations, il y a une structuration qui est vraiment performante. Je pense notamment au football, par exemple. Et je pense que là, ce n'est pas du tout un hasard si on a des très bons résultats. L'ensemble du chemin de formation, d'accompagnement, de formation des entraîneurs, de formation des cadres est très, très bien structuré, très bien réfléchi et très inclusif au niveau de la fédération de foot. Et je pense que c'est assez exemplatif et les résultats suivent. Et voilà, je pense que c'est une des conséquences de cette politique qui est là depuis un certain nombre d'années.
voilà, j'aurais envie de dire qu'il y a cette notion de singularité hein, que Claude a évoquée, elle est effectivement elle est présente aussi chez nous. Alors, on a des petites structures qui arrivent à se fonctionner et je pense que ceux qui arrivent à aussi avoir des résultats, c'est ceux qui arrivent à donner l'envie, à donner la foi. Et là, parfois, il est intéressant d'observer que ce sont des entraîneurs plutôt que les fédérations qui ont parfois des résultats. Et là, on peut s'interroger sur, je veux parler par exemple, les résultats qu'on a avec la famille Borlée, hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Donc Hors de 400, oui. Voilà, le 4x4, notamment avec les trois frères, et puis Olivia qui a été dans le relais du 4x100, hein, qui a été médaillé aux Jeux Olympiques. Et donc cette famille-là, elle est parfois en tension, même régulièrement en tension avec la fédération. Et donc, c'est une structure qui est un petit peu indépendante, un petit peu à part et qui fonctionne autour de Jacques Borlée, qui est l'entraîneur, qui est un entraîneur très compétent, mais qui n'arrive pas à s'entendre avec la fédération. Et donc là, on a des tensions. J'ai l'impression que ce qui est évoqué me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Olivier Morelli, que vous connaissez peut-être, qui est préparateur physique de l'équipe nationale française de volley, maintenant de handball. C'est un gars qui a joué à Montpellier, il est au plus haut niveau. Et donc, c'est un préparateur physique vraiment reconnu en France. Et Olivier Morelli mettait sur le compte du succès du handball français le fait qu'on n'a pas cherché à faire des centres de formation, ce que Claude expliquait tout à l'heure, mais plutôt on a fait confiance avec des clubs qui se sont bien structurés et qui ont formé localement avec des entraîneurs compétents, finalement sans devoir délocaliser, sans déraciner les sportifs. Donc, en fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer la performance que j'ai l'impression que c'est un des facteurs qui pourrait être plus déterminant qu'on ne pense. Le fait justement peut-être de faire confiance aussi aux entraîneurs locaux, à des structures locales et en leur donnant les moyens d'avoir aussi une approche qui est plus inclusive. C'est-à-dire que dans beaucoup de fédérations, et c'est ce qu'on a en Belgique, j'imagine que c'est comme ça en France, on crée des systèmes de détection, des systèmes de sélection qui sont parfois uniquement basés sur la performance. Et une fois qu'on rentre dedans, on a tout. Une fois qu'on ne rentre pas dedans, on n'a plus rien. Il n'y a pas de continuum, il n'y a pas d'accompagnement. Et tout ça, évidemment, n'aide pas le sportif qui a un petit creux ou qui est dans un passage, dans une période charnière de la croissance, peut-être se trouve peut-être handicapé, hein, parce qu'on a des sportifs qui ont on appelle ça une maturation tardive, par exemple, hein, qui fait que sur le plan physique, ils vont se retrouver avec 2 ans de retard sur d'autres du même âge, et donc ils ne vont jamais être compétitifs. Et pourtant, ce sont peut-être les meilleurs potentiels. Et donc là, dans tous les systèmes finalement de sélection qui fait que toi, tu es sélectionné, tu as tout, et toi, tu n'es pas sélectionné, tu n'as plus rien, eh bien, on passe, je pense, à côté de beaucoup de pépites. Et puis surtout, après, on dégoûte les jeunes et puis on les fait fuir. Hein. Ils ne restent pas dans le sport et ils abandonnent, ils font d'autres choses. Merci Boris. Alors, Claude, si tu as vraiment l'esprit de synthèse, parce qu'il nous reste 2 minutes et j'aimerais évidemment conclure cette rencontre en donnant mon avis sur les suites à donner. Donc, Claude, je te redonne la parole pour 1 minute, pas plus, et je me permettrai de te couper si tu es trop long. Oui, non, mais je vais faire court. Hein. Je pense qu'on est assez d'accord sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, la synthèse, c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire essayons d'avoir cet esprit de curiosité et de ne jamais cesser d'interroger les évidences. Dès l'instant où on a créé cette façon d'être, cette façon de penser,
et qu'on crée les lieux où les échanges sont possibles autour des problématiques que nous rencontrons et non pas des lieux de mise en œuvre, je crois qu'on avance de manière très, très importante sur la connaissance, comme le dit Boris, extraordinairement complexe de ce qui peut conduire un jeune vers le haut niveau. Merci beaucoup, Claude. C'était en effet très synthétique. Et quand j'ai annoncé ma candidature, j'ai aussi dit que l'absence de prise de risque et de remise en question, et donc finalement l'absence de l'incertitude, nous coupe finalement des chances d'innover, de progresser, de prendre du plaisir. Donc aussi à titre personnel, dans le cadre de cette candidature, j'essaie de m'appliquer cette règle. Et moi, ce que je voudrais retenir, c'est déjà la question de la recherche. Vous l'avez tous les deux évoqué. Aujourd'hui, la recherche dans le sport, elle se pose surtout d'un point de vue technologique et de moins en moins d'un point de vue humain. Et donc, je pense que le CNOSF a aussi un devoir de créer des espaces, voilà, de créer des espaces pour pouvoir partager, investir aussi sur la question de la recherche parce que ça coûte de l'argent. Donc, ça fait aussi partie de l'exigence à avoir vis-à-vis des pouvoirs publics. Il y a des contrats CIFRE aussi qui peuvent être menés par le CNOSF pour investir sur la question de la recherche. Ce qui me paraît aussi essentiel, et ça a été soulevé par Laurence Munoz, vice-présidente de la FSCF dans le chat, c'est en effet la question de la polyvalence que nous on appelle l'omnisport, la multi-activité. Et ça ne peut passer que par une reconnaissance de la diversité des fédérations, de la diversité des clubs, de la diversité des environnements des sportifs, et donc ça, c'est absolument incontournable. Réinterroger, questionner la question des modèles, des concepts qui ne peuvent pas être figés, qui doivent cohabiter avec cet enjeu de singularité que vous avez tous les deux mis en avant et qui me paraît absolument incontournable. Et c'est ça, ces éléments de base qui doivent permettre au CNOSF d'interroger, d'interpeller la politique mise en place par l'Agence nationale du sport, la politique mise en place par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation et des Sports. Hein. On en a souvent parlé, mais ça repart même des 30 minutes d'activité physique et sportive mis en place là au début au sein de l'Éducation nationale. Ça pose la question du sport scolaire, ça pose la question de la complémentarité et de la reconnaissance, je le redis, du mouvement sportif dans sa diversité. Et finalement, à travers ces éléments, on pose l'enjeu de l'héritage de Paris 2024. Qu'est-ce que la performance? Et se rendre compte que la performance, ce n'est pas seulement l'enjeu d'éliminer les autres, ce n'est pas seulement la question comme le projet de Super League le met en avant d'aller chercher des nouveaux marchés de spectateurs ou gagner de l'argent, mais la performance, elle doit d'abord être humaine. Elle se pose du sport pour tous au sport de haut niveau et elle se pose aussi pour finalement permettre à chacune et chacun d'atteindre la meilleure performance de niveau possible. Voilà ce que moi j'ai envie de retenir aujourd'hui. Alors on a déjà débordé de 3 minutes. Je voulais vraiment vous remercier, Claude, Boris, Ayodele, pour cet échange qui est donc disponible en replay et je pense qu'il aura été passionnant et j'en suis juste ravie. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.